un peu de l'ironie à la satire, et on va passer sur un autre pan de ton activité. Tu as publié un petit ouvrage de Claude Parent, Cuit Archicuit, le déclin de l'architecture. Donc Claude Parent, je pense que c'est un nom qui vous dit quelque chose, grand architecte français. Je vais dire faire un truc très méchant, mais pour ceux qui ne connaissent pas Claude Parent, en fait, c'est lui qui a dessiné les très belles tours des centrales nucléaires, ces choses un peu incurvées, qui font qu'on croit que la centrale nucléaire est un bel objet. Il a fait beaucoup d'autres choses, mais voilà, ça c'est une très belle réussite en termes de forme. Voilà, trois textes variés dont on va parler, mais tu voulais nous lire un extrait d'abord. Voilà, l'ouverture qui est vraiment très drôle. Claude Parent est un je vous remercie au passage Pascal qui est là, grâce à qui ce livre existe. Claude Parent est un architecte narquois et assez critique, et à la plume bien acérée, c'est un homme qui écrit très bien, ce qui donne des choses assez amusantes. Dans la catégorie des vertébrés, l'architecte est un mammifère de l'ordre des primates. Il apparaît au début du Quaternaire, mais des travaux récents le situent d'une façon plus spécifique au milieu du XVIIIe siècle de l'ère chrétienne. Or, depuis la moitié du XXe siècle, les ethnologues constatent chez les architectes un ramollissement de la colonne vertébrale qui tendrait très rapidement à faire dévier ces primates vers la catégorie des invertébrés, voire des dévertébrés, ce qui pourrait à moyen terme aboutir à la disparition de l'espèce. Cette inquiétante dégénérescence se double d'une incertitude sur leur mode et leur rite de reproduction. On observe en effet que si ces créatures s'assemblent par couple de préférence homosexuelle chez les mâles et plutôt hétérosexuelle chez les femelles, leurs rapprochements ne sont en aucun cas destinés à la procréation, et ce, aussi bien dans les couples homosexuels qu'hétérosexuels. Rien ne peut nous permettre cependant, en ce qui concerne les relations amoureuses, de rapprocher les mœurs des architectes de celles des créatures humaines, ni, hélas, ce qui lèverait une partie du mystère, de celles des escargots petits gris, chez lesquels les deux mâles aussitôt accouplés se transforment en femelles parfaitement prêtes à l'accouchement. Pour le moment, demeure donc un blanc dans les études des mœurs des architectes quant à leur mode de reproduction. Mais comme force est de constater le maintien d'un rythme suffisant de naissance pour assurer la pérennité de l'espèce, les savants continuent à se pencher sur le problème. D'autant que l'on s'est aperçu que les couples d'architectes n'enfantaient pas nécessairement des bébés architectes. Cette étrangeté durant depuis 3 siècles, les savants, bon gré mal gré, ont donc conclu que la copulation, la procréation des architectes n'obéissait à aucune règle, à aucune volonté consciente, ni même à aucun instinct de la préservation de l'espèce. Que ce soit dans la rencontre nuptiale ou au moment de l'étreinte, on peut dire que les architectes agissent dans le désordre le plus total. On a bien songé à surveiller les couples d'étudiants formés dans les écoles dites d'architecture, mais on a vite constaté que s'il y a bien copulation frénétique, les naissances y sont trop rares pour que leur nombre influence les statistiques. Aussi s'est-on penché sur le comportement social des architectes pour tenter de découvrir un réflexe procréateur situé hors du couple. C'est dans un lieu de rencontre appelé colloque ou séminaire que les observateurs ont remarqué que les architectes se livrent devant témoins à des mimiques, à des gesticulations désordonnées accompagnant leur discours qui rappellent en tout point l'ancestrale pavane amoureuse des espèces, à cela près qu'au lieu de se centrer autour du couple, qu'au lieu de rechercher une suprématie du mâle sur la ou les femelles et vice-versa, cette gestuelle s'adresse au public, ou tout au moins à un public privilégié de donneurs d'ordre, de politiciens, de commis de l'État, d'administratifs, de banquiers, d'investisseurs et de présidents, directeurs généraux de groupes privés. Quelques journalistes, triés sur le volet, se glissent dans cette assemblée pour y jouer le rôle de maître de cérémonie. Tout ce beau monde aime à se désigner sous le terme générique et totalement incompréhensible de maître d'ouvrage et critique. Or, dans ces colloques, on ne constate jamais le moindre signe d'accouplement proprement dit, alors que la pavane de séduction se déchaîne à un point tel qu'il en résulte sur le plan mental des sortes de liaisons fatales entre le maître d'ouvrage et l'architecte. Liaisons souvent sans lendemain,
dans la mesure où, nouée autour d'un projet, elle se défend ou se dilue sitôt l'ouvrage terminé. Les sociologues rendent sans conteste le maître d'ouvrage responsable de cette carence amoureuse en tant que créature volage et même échangiste, alors que l'architecte a une tendance naturelle à la fidélité. Ainsi, le révélateur de cette incohérence des mœurs, de cette tragique fantaisie du comportement, se traduit en termes chorégraphiques par une gestuelle outrée d'effets de manche et en termes argumentaires par un processus de volonté de destruction du discours d'un intervenant à l'autre. L'effet de ce discours à cloche-pied étant de s'assurer que le colloque n'aboutira jamais à rien et présentera des conclusions si contradictoires qu'il en résultera une synthèse passe-partout, sans goût ni saveur, capable, sans gêne pour quiconque, de remplir les pages louangeuses des journaux et des revues. Cette pratique autodestructrice prouve que les architectes n'ont rien en commun à part un habillement qui faisait dire à un ex-grand maître d'ouvrage: qui sont ces petits hommes noirs qui grouillent autour de moi comme des scarabées? Rien en commun donc, que ce soit politique, social, ésotérique ou amoureux, sinon une soumission sans appel au dieu hasard. Les architectes sont en fait des créatures essentiellement métaphysiques, s'en remettant de fait... Les architectes sont de fait des créatures essentiellement métaphysiques, s'en remettant dans un désordre extrême à la providence. Leur seul moyen réel de communication est d'ordre culinaire, comme nous allons le développer en 10 points. Leur légitimité, leur gloire est de s'user leur vie durant à proposer à des analphabètes du goût qui préfèrent le McDo des nourritures insolites, des parfums et des saveurs étranges, dans une solitude absolue et un désespoir sans limite. Leur seule médecine, la bouffe et le pinard. Alors, ce que Jean-Luc vient de lire, c'est l'introduction de la première partie de ce livre, qui est un livre de cuisine. Qui est un livre de cuisine assez drôle, puisque Claude Parent part du principe qu'il existe des recettes un peu toutes faites, appliquées par un certain nombre d'architectes plus ou moins à la mode. Et on va faire le menu. Oui, le menu est pas mal. La soupe contrefaçon, la salade de concours, le saucisson au maître, l'illusoire purée, accru, en daube, à la végétalienne, les restes sublimés, citoyens, citoyennes, à la désincarnée, et la conclusion, avec un oubli, les pâtisseries. Donc à chaque fois, il décrit des comportements, enfin, il décrit des gens ou des styles, et c'est franchement drôle et souvent méchant. Le déclin, le deuxième texte, est assez méchant et un peu plus... Alors c'est un texte assez étrange, parce qu'il a j'allais dire un peu plus théorique. Oui, alors en fait, c'est un texte assez curieux, puisque donc, Claude Parent n'est pas tout jeune. Il est maintenant à l'académie, il parle à la radio, etc. Ça fait longtemps qu'il ne construit plus. Et ce texte commence avec une espèce de propos qui est assez touchant. Il explique qu'à un moment donné, vous vous levez un matin, vous êtes reconnu, connu, adulé, admiré, et vous ouvrez une revue d'architecture et vous ne comprenez rien à ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, ça m'arrive quand j'ouvre un journal télé, je ne comprends rien au nom des personnages dont on parle, mais lui, il parle vraiment d'architecture. On ne comprend rien. Et il dit qu'à ce moment-là, c'est l'angoisse et que c'est peut-être le moment où il faut s'interroger sur est-ce qu'on est encore un architecte et qu'est-ce que l'on fait et comment on travaille. Et de là, il se pose la question de pourquoi l'architecture est en train, selon lui, de se perdre. À quel moment entre En fait, il le dit très bien, d'un côté on a la dope des promoteurs immobiliers, de l'autre l'architecture d'État, les musées, les grandes choses un peu sublimes, et qui finalement n'ont pas de problème programmatique si lourd que ça. C'est du musée, c'est de la salle de concert, c'est des grandes choses. Et qu'entre les deux, tout ce qui fait le quotidien, tout ce qui est l'habitation, tout ce qui est l'urbanisme, tout ce qui est la rue, est plus ou moins abandonné, et que c'est là-dedans que l'architecte devrait retrouver son âme. Et la dernière partie, c'est une poésie. Oui, Claude Parent aime la poésie, et avec une petite pointe de Roger Timidity, il m'a glissé en disant: est-ce que je pourrais publier un poème dédié à l'architecture? Voilà, c'est un très curieux poème dédié à l'architecture, à la truelle, à la pluie, il y a tout ça. Par rapport à ton catalogue donc un peu hétéroclite, je trouve que ce livre est un point de rencontre entre plusieurs des thématiques et plusieurs des choses que tu vas faire dans d'autres livres. Il me fait penser aux monographies de danseurs et de chorégraphes, et puis aussi, on en reparlera un petit peu plus tard, des colloques sur l'urbanisme
Et en même temps, il y a ce côté assez drôle, assez grinçant dans l'écriture qui renvoie aux fictions que tu publies. C'est vrai qu'il est un peu à la... C'est un livre étrange parce qu'en fait c'est pas vraiment un essai, C'est pas un essai mais c'est sérieux. C'est sérieux. C'est pas de la littérature mais c'est écrit. Ouais. Et c'est pas de l'architecture mais ça en parle. Oui, mais peut-être parce que j'ai moi-même un peu de mal à différencier tous ces genres en fait. C'est-à-dire que j'ai tendance à lire ce qui me tombe sous la main et après à réaliser que c'est un essai, un roman ou un article de presse. Mais d'abord je lis des trucs et après je vois ce que c'est. Et le Claude Parent pour ça c'était bien parce qu'on est vraiment... je fais un livre de cuisine et je fais de l'architecture et c'est un livre de cuisine architecturale. En même temps c'est un texte qui est aussi grinçant que du Mark Twain. Non, c'est un bel objet, c'était une belle rencontre et c'est un bel objet. Et je suis très fier parce que Claude Parent m'a offert le dessin de la couverture.